Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes toujours dans le cadre du Vox Africa Moving Tour spécial Côte d'Ivoire et nous sommes dans nos studios à Abidjan. Et dans le cadre de cette grande interview, nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Louis Billon, qui est ministre ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Alors, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de venir partager avec nous sur ce plateau. Et avec moi, on aura mon collègue Éric Nindou. Éric, bonsoir. Bonsoir, Jules. Alors aujourd'hui, nous recevons monsieur Jean-Luc Billon, comme je disais, Jean-Louis Billon, comme je disais, qui est ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Il a été nommé à ce poste depuis le 22 novembre 2012, mais il a également été l'ancien patron de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Donc c'est un personnage très connu aussi dans le milieu des affaires en Côte d'Ivoire parce qu'il était à la tête, il est à la tête du groupe agro-industriel SIFCA. Il était à la tête de ce groupe-là et il a aussi eu à avoir à des moments donnés des positions assez fortes par rapport au système économique en Côte d'Ivoire. On sait aussi qu'avec l'ancien régime, ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y avait beaucoup de réclamations. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le paysage politique et même économique de la Côte d'Ivoire. J'espère que c'est ça. Voilà. Mais oui, bien sûr, Jules, ce que vous avez décrit, on pourrait encore en dire beaucoup d'autres sur M. Billon. En tout cas, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il connaît très bien le paysage économique de la Côte d'Ivoire, puisque donc le groupe SIFCA qu'il a dirigé est le premier groupe privé du pays. D'ailleurs, vous êtes toujours PCA de SIFCA ou pas? Vous avez... Non, du tout. Donc, quand vous êtes... Dès que j'ai pris fonction au ministère, j'ai démissionné de tous mes mandats. De tous les mandats économiques. Très bien. Vous savez comment j'ai vu qu'on vous appelait dans la presse le ministre rebelle? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un trait de caractère, ça? Bon, le président de la Chambre de commerce, déjà on le disait, rebelle, tout simplement parce que je contestais beaucoup de positions. Donc, bon, c'est resté comme ça, mais bon, c'est pas tout à fait exact. C'est vrai que vous avez, je veux dire, la réputation de ne pas avoir votre langue dans votre poche. Vous dites ce que vous pensez ce que vous dites, on le verra, même arrivé donc à la tête de ce ministère, comme l'a dit Jules, donc à la fois commerce, artisanat et promotion des petites et moyennes entreprises. D'abord, à l'époque, on veut dire, donc durant la crise et même avant, ces dernières années, puisque vous avez eu plus de 10 ans, je pense, à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. 10 ans exactement. 10 ans exactement, donc c'était les années justement de ces gouvernements d'union nationale un petit peu branque-bellant. Vous étiez le chantre du ras-le-bol fiscal. Est-ce que depuis que vous, le gouvernement Ouattara a été mis en place, et depuis votre arrivée, ça fait un peu plus d'1 an, est-ce que vous savez qu'il y a un changement là-dedans? Parce qu'à l'époque, je me souviens, vous avez même interviewé, vous disiez, non, il y a trop de pression fiscale sur les entreprises, à la fois la fiscalité normale, si je puis dire, et la parafiscalité. Est-ce que ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré, mais le monde économique vous dira toujours que non. La pression fiscale existe toujours. De toute façon, j'ai même souvent des débats avec mes collègues en charge de l'économie et des finances pour dire qu'il faut avoir une fiscalité beaucoup plus incitative. Donc nous y travaillons. Moi, je fais celui qui défend le moins d'impôts et il y a ceux qui sont arc-boutés sur les recettes de l'État. Il faut des recettes pour vivre, mais bien sûr, il faut une fiscalité beaucoup plus incitative qui permette à la Côte d'Ivoire de se diriger vers l'émergence, d'avoir une économie plus compétitive. Mais est-ce que le gouvernement qui est en place aujourd'hui, celui auquel vous participez, est-ce qu'il a fait des efforts conséquents dans ce domaine, tel que vous dénonciez ça avant pour l'ancien régime? Quand même, oui. Honnêtement, ça a diminué de combien? Tout simplement, ça n'a pas diminué. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous êtes maintenant dans le gouvernement et que vous J'ai dit une chose importante, c'est qu'autrefois nous payions l'impôt et il n'y avait rien en retour. Aujourd'hui, on paie l'impôt et on voit qu'il y a des constructions d'infrastructures, des améliorations considérables sur le plan économique de l'environnement. Donc aujourd'hui, quand vous payez l'impôt, vous savez quand même qu'il y a autre chose qui vient. Oui, mais M. Billon, ce n'est pas avec l'argent des impôts qu'on fait ces infrastructures. C'est des marchés qui sont financés parfois par des prêts internationaux. Et on se rend compte aujourd'hui non, il y a quand même les recettes fiscales. Oui, mais la Côte d'Ivoire a même du mal à payer ses propres fonctionnaires. On se rappelle que c'est le Congo qui récemment a fait un prêt de l'ordre de 200 millions, je crois, de dollars. Ça veut dire que ce n'est pas la pression, ce n'est pas la fiscalité qui permet de faire tout ça. Je pense que vous êtes malheureusement un petit peu pollué par la presse locale et d'une certaine tendance. Il y a eu un prêt
du Congo, qui aujourd'hui a énormément de moyens en raison des recettes pétrolières. Et pourquoi ne pas emprunter à un pays comme le Congo plutôt qu'emprunter sur les marchés financiers. Sur le marché financier. Ouais. À partir du moment où vous avez des conditions identiques, voire meilleures. Donc pour nous, l'argent n'a pas de couleur ni Je suis d'accord, ce n'était pas ça Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Guinée équatoriale qui peuvent être étiquetés comme des Émirats. Ouais. On emprunte au Qatar, on emprunte à l'Arabie Saoudite, pourquoi pas à un Émirat africain. Il faut oublier un peu ce... Non, je suis d'accord avec vous. Non, ce n'est pas l'emprunteur qui pose problème. C'est la question. Ce n'était pas du tout pour payer les fonctionnaires. Là, je crois que là où vous faites erreur, c'était pourquoi c'est pour assurer des investissements en infrastructure. Donc vous n'allez pas prendre de l'argent long pour payer les fonctionnaires à court terme, ça n'a pas de sens. Les recettes fiscales permettent d'assurer le fonctionnement de l'État. Et le fonctionnement immédiat, c'est le paiement des fonctionnaires et d'autres choses, et assurer une certaine partie de l'investissement en infrastructure. Autrefois, nous avons payé pendant 10 ans, ça a servi à payer des armes, ça a servi à faire la guerre, et en retour, même dans les périodes calmes, il n'y avait aucune amélioration, pas une école de construite, pas un centre de santé de construit, pas une route de réparer. Et je disais tout simplement, en sortant de mon bureau et tomber dans le même trou tous les jours, pour moi... Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait quand même des trous sur les... Voilà, donc à partir du moment où, en sortant de mon bureau, le trou a été réparé, ça veut dire que vous payez des impôts pour quelque chose. Pour travailler sur la compétitivité, nous allons améliorer ce facteur fiscal. Ça, c'est un défi que moi, je me suis imposé. Maintenant, nous travaillons sur l'amélioration de l'environnement général des affaires. On y viendra, et quand on a plus d'affaires, après, on peut avoir moins d'impôts. Alors, arrêtons-nous sur votre compétence, votre prérogative, le commerce, pour commencer. Alors, on sait que j'ai vu votre feuille de route sur votre site internet. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que vous utilisez bien les nouvelles technologies pour communiquer en tout cas. Vous dites ce que vous allez faire. Maintenant, reste à voir si vous allez faire ce que vous avez dit. Alors, au niveau du commerce, on sait, il suffit de se promener sur n'importe quel marché d'Abidjan pour vous dire que la vie est chère. C'est ce que le ressentent les Ivoiriens, les Abidjanais et autres. Alors, de ce point de vue-là, vous avez mis en place quelques mesures. Dès que vous êtes arrivé, on l'a rappelé, novembre 2012, ça fait un peu plus d'1 an, affichage des prix, mise en place de la commission de la concurrence en juillet 2013, code du consommateur qui est en voie d'élaboration. Est-ce que ça a déjà donné des résultats et lesquels? Est-ce que vous avez vu une stabilisation des prix ou l'inflation continue à augmenter? Alors, si on regarde les chiffres de l'inflation, on va vous dire que l'inflation n'est pas très importante en Côte d'Ivoire. Oui. En réalité, les Ivoiriens se plaignent de la cherté de la vie depuis un certain nombre d'années. Ça fait 5, 6, 7 ans que les prix... Tout à fait. Vous êtes honnête de le dire que les chiffres les macroéconomiques sont parfois trompeurs de ce point de vue-là. Et nous avons eu également un pic en 2008 où il y a eu carrément des émeutes contre la vie chère. Bien sûr, les émeutes de la faim, pas seulement en Côte d'Ivoire, dans un certain nombre de pays africains et ailleurs dans le monde. C'est dû à une inflation des cours des matières premières céréalières essentiellement et du pétrole. Donc sur cet aspect-là, il est difficile d'arriver à réduire le coût de la vie de ce côté-là. Par contre, les Ivoiriens s'en plaignent. Et c'est une préoccupation que je classe en deuxième position, parce que la première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. Oui. Manque de pouvoir d'achat, taux de pauvreté trop important. Donc, face à ce coût de la vie, il y a difficulté. Lorsque vous avez moins de pauvreté, vous faites plus facilement face à ce coût de la vie-là. Donc, nous mettons les mesures pour juguler l'augmentation des prix. Mais si un Ivoirien n'a pas d'emploi, n'a pas une amélioration de son pouvoir d'achat, il va toujours se plaindre du coût de la vie. On comprend très bien, mais comme on ne peut pas créer des emplois sur un coup de baguette magique, ça prend du temps, comme vous dites, comme construire une route, ça prend du temps. Entre-temps, il faut quand même des mesures ne fût-ce que symboliques. Bloquer les prix ou faire pression pour que ces prix baissent, pour que les gens le ressentent et se disent, tiens, ça valait la peine d'avoir Ouattara au pouvoir. Justement, c'est toute la complexité du ministère du Commerce. C'est que d'un côté, vous devez favoriser le commerce, faire en sorte que le milieu économique se retrouve dans des conditions meilleures et améliore le résultat. Et de l'autre, on vous demande de juguler l'inflation et de faire en sorte que les prix ne soient pas élevés. Mais nous avons pris un principe, nous ne sommes pas un pays communiste, nous avons pris un principe, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de fixer les prix.
Donc dès lors que vous êtes d'accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite. C'est en droit commercial. On ne peut pas bloquer les prix. C'est pas possible. C'est un choix politique, ça. Hein. D'autres pays l'ont fait sur certaines denrées, justement de première nécessité. Le sucre, le riz au Sénégal, ils l'ont fait à un certain moment. Oui, ça veut dire qu'ils subventionnent de notre côté. Exactement. Ça veut dire qu'ils prennent et ils compensent. Donc, ce sont les vases communicants. Ce que vous ne payez pas d'un côté, vous le payez de l'autre. Mais vous vous rendez c'est pas le choix du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas le choix du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Alors comment on agit? Il y a eu des accords avec les vendeurs, les importateurs et vendeurs de riz, également de sucre, pour juguler un petit peu, pour éviter les augmentations qui se répercutent directement lorsque les cours augmentent. Mais ça a ses limites, je le dis à chaque fois. Où on observe quelques baisses, mais qui restent minimes par rapport au pouvoir d'achat, encore une fois, des Ivoiriens. Donc pour vous, le véritable levier, c'est augmenter le pouvoir d'achat plutôt que de jouer sur les prix. Forcément. Mais alors que vous mettez en place affichage des prix... Mais ça tout simplement parce que... C'est quoi? C'est juste de l'information? Non. Le commerce ne peut pas se faire de façon sauvage. Il faut respecter un minimum de règles. C'est pour ça que nous avons repris la loi sur la concurrence, la commission de la concurrence, demander que les prix soient affichés, c'est la loi qui l'impose. Et c'était pas appliqué donc? C'était pas forcément appliqué. C'était appliqué par certains, pas par tous. Sur le plan des textes, ça existait. Maintenant, nous faisons plus de contrôle pour que ce soit respecté. Si vous avez un prix d'un produit que vous voulez acheter qui est affiché, et vous savez que vous l'avez vu ailleurs à un prix plus compétitif, vous allez vous tourner automatiquement vers le prix le plus compétitif. C'est dans cet esprit-là que ça favorise. Mais il y a un autre problème, Monsieur le ministre, c'est la spéculation que peut entretenir les différents hommes d'affaires qui créent parfois aussi des ruptures sur le marché pour justement jouer sur ça. Est-ce que vous avez des moyens de contrôler ce genre de... Je vous remercie de poser cette question. Ce genre de spéculation, c'est lorsque vous avez une cartélisation, un monopole, ou une position dominante. Exactement. La loi sur la concurrence, la loi sur la concurrence, la commission de la concurrence pour régler, surveiller ces aspects-là. Et je le dis clairement, sanctionner très sévèrement. Moi, à la limite, s'ils le font, ce sera une aubaine pour mon ministère, parce que quand vous avez des amendes qui vont jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires, croyez-moi... Et quoi vous avez entendu juillet 2013 pour mettre en place cette commission? Non, je n'ai pas attendu juillet 2013. Ouais. Dès que je suis arrivé, j'ai annoncé. Alors, j'ai découvert en même temps, et c'est là que c'est intéressant, l'expérience gouvernementale, les passages en conseil de gouvernement, donc toute la bureaucratie, voilà, vous voulez nous dire, donc toute la procédure. Le screenage, et avant que ce soit adopté, finalement, au niveau du Conseil des ministres. Et elle s'est déjà réunie, elle travaille, cette commission? Oui, ça y est. Maintenant, elle est installée. Parce que vous savez justement qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques en Côte d'Ivoire et même la société civile qui se plaignent du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en situation de position dominante et en situation même de quasi-monopole dans certains secteurs d'activité. Et la commission sera là pour surveiller. Un monopole de fait, c'est-à-dire que si vous arrivez demain, vous êtes le premier installé dans un secteur donné, vous aurez un monopole de fait. Bon, ça, on n'y peut rien. Par contre, on faudrait à empêcher un autre acteur de s'installer. La loi l'interdit. Une position dominante n'est pas interdite. C'est abuser de cette position dominante-là qui est interdite. Mais est-ce qu'il y a des seuils limites? Par exemple, dire dans tel secteur, je ne sais pas moi, le secteur de l'importation du riz, une société ne peut pas détenir plus de 20% du marché. Est-ce que c'est en place ici? C'est des lois antitrust, par exemple. C'est en place ici, nous n'avons rien inventé. Le seuil, c'est de dépasser les 50%. Là, on considère que vous êtes dans une position dominante. Donc, on va surveiller des secteurs donnés pour ne pas que vous ayez plus de 50% de part de marché. Une question avant de venir plus précisément sur ces questions de position dominante. Vous avez dit, on peut agir à la fois sur les prix, mais c'est fort limité. Vous avez dit, c'est pas notre choix politique, nous ne sommes pas un pays communiste, mais on peut agir aussi sur le pouvoir d'achat, alors sur les salaires. Pourquoi on n'augmente pas le SMIC? Pourquoi on n'augmente pas précisément le... Ça vient d'être fait. Le SMIC est passé de 36 000 francs et c'est suffisant à 60 000 francs. C'est déjà un effort. C'est le plus élevé de l'ensemble de la sous-région. Donc il y a quand même un message important. Donc, mais quand on voit, Monsieur le ministre, quand on voit avec 60 000 francs, je veux dire,
Un logement à Abidjan, ça ne permet même pas de se loger, 60 000 francs, quand on voit un peu le coût du logement à Abidjan, quand on voit... Mais vous voyez que vous me rejoignez. Quand je parle de pouvoir d'achat, Oui. je dis attention, entre le coût de la vie à Abidjan et votre pouvoir d'achat, il y a une grande différence. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ce Alors, pouvoir d'achat, justement? maintenant, Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qui est fait pour augmenter le pouvoir d'achat des Ivoiriens? Parce que vous parlez de la question du chômage, qui est une véritable réalité, mais on a du mal à voir au niveau du gouvernement, La en tout seule cas, réponse, ce qui est la fait. seule réponse pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est d'améliorer l'emploi, le nombre d'emplois que nous aurons, donc le nombre d'entreprises, faire en sorte que ces entreprises soient le plus compétitives possible pour qu'elles puissent mieux payer leurs salariés et créer le maximum d'emplois. Aujourd'hui, nous ne créons pas suffisamment d'emplois. Nous en sommes conscients. Alors, tout l'environnement des affaires sur lequel nous travaillons doit aller dans le sens de créer plus De la d'entreprises. promotion, justement, bien de- sûr. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous avons bien sûr la loi sur la concurrence, mais avant ça, il y a eu les tribunaux de commerce. Je me suis battu pendant 10 ans au niveau de la Chambre de commerce pour qu'on ait des tribunaux de commerce. Rien. Je vais vous dire, en 2006, on avait même préparé le tout pour le gouvernement et ça ne s'est pas fait. Pareil sur la loi sur l'exéquatur qui donne force de loi à une décision arbitrale pour la Cour d'arbitrage. Oui. Tout ça, ça a été mis en place très vite quand le premier gouvernement du président Ouattara s'est mis en place. Donc il y a quand même eu des évolutions rapides sur des sujets qui bloquaient pour des raisons inconnu pour moi, tout simplement. Alors, un des sujets polémiques précisément dans ce cadre donc de la concurrence, la bonne concurrence, qui peut être mis en place, c'est l'affaire Bolloré. Donc Bolloré qui a gagné donc l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Et puis après, en juin, vous avez fait cette sortie dans le Nouvel Observateur, donc un hebdomadaire français. Vous avez dénoncé une sorte de monopole, justement, de la part de Bolloré, puisqu'ils ont déjà le premier terminal à conteneurs, en disant que ça n'allait pas, qu'il fallait revoir ça, que c'était pas bien que Bolloré ait obtenu ce marché, et alors qu'ils avaient fait la meilleure offre aux alentours de 400 millions, je pense, rectifier si mes chiffres sont pas bons, et en réponse, eux, ils ont dit, mais non, le ministre, ce qui se passe, c'est que les concurrents qui ont perdu l'offre, c'est une compagnie dirigée par son frère, donc de ce point de vue-là, il y a ses intérêts privés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, merci encore. J'aime bien répéter que le 18 décembre 2003, très exactement, j'avais dénoncé une première situation. Donc, il y a 10 ans de cela, aujourd'hui. Donc, il y a 10 ans, j'ai eu une position. 10 ans après, j'ai la même position, sur le même sujet. Le contexte sur le plan du port n'a pas changé. Donc, je défends, mes principes n'ont pas changé. Donc, à l'époque, vous ne parlez pas de mon frère, de qui que ce soit. Terminal à conteneurs numéro 1, monopole, je l'ai dénoncé. Le monopole se maintient, je le dénonce pareil. Je suis dans ma position de garant de la concurrence en tant que ministre du Commerce, et je dis ce qui est. En le disant la dernière fois, c'était suite à une plainte que je n'ai pas initiée, qui est venue d'autres opérateurs, et contrairement à ce que pensent certains, qui ne peuvent pas venir de mon frère, venu d'un consortium philippin, qui est le leader. Donc c'est vraiment l'entreprise des Philippines qui a initié la plainte. Au niveau de l'UEMOA, et l'UEMOA a été clair en disant qu'il fallait au moins un contrôle a priori. Alors je dis tout simplement, nous avons des lois en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, et il faut respecter ces lois. Mais cette prise de position vous a valu quelques problèmes au niveau du gouvernement. On a vu notamment le ministre Ahmed Bakayoko faire une sortie. Pas réellement de problème. Moi, j'ai donné ma position. Oui, mais on a eu Est-ce que c'est un l'impression manque qu'on de vous a solidarité, je veux dire, de l'équipe? tapé Parce sur que les doigts non, en ça disant veut dire que quoi, vous monsieur vous le ministre? opposez au gouvernement. Pas vraiment. Je vous dis que j'avais la position il y a 10 ans. Oui, mais ça, c'est la position de l'homme Jean-Luc Non, Billon. c'était la position de la Chambre. C'était la position de la Chambre. La Chambre de... Ok, très bien, président de la Chambre. Et de l'ensemble du milieu économique. Mais quand le gouvernement, je veux dire, si cet appel d'offres est passé, c'est arrivé au bout de la procédure, c'est-à-dire, ou alors vos collègues qui étaient au gouvernement, qui ont avalisé cette décision, c'est des incompétents, ou alors, je veux dire, ils ont pris une mauvaise décision. Je veux dire, c'est pas possible. Vous pouvez pas
arriver, alors que, en plus, le ministre qui est en charge de ça, parce que c'est vrai qu'il y a des compétences partagées, mais il y a un ministre aussi des Transports qui est là en place, il a laissé passer. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a mal fait son boulot? Bon, écoute, en tout cas, je lui avais dit. Oui. Donc, mais ceci dit, quand je suis arrivé au gouvernement, la procédure avait commencé depuis bien plus longtemps que cela. Donc, elle a suivi son cours jusqu'au moment où moi je reçois la plainte de l'UEMOA. Et à ce moment-là, j'ai fait ma sortie. Mais je tiens à dire une chose. Vous avez des entreprises qui respectent le droit de la concurrence et d'autres qui ont un problème avec la concurrence, qui pensent qu'elle ne peut fonctionner qu'avec un monopole. Et c'est le cas de Bolloré. Bolloré. Et je le dis, c'est le cas de Bolloré. Bon, voilà. Alors, j'ai envie de Maintenant, comprendre un peu qu'il accepte la concurrence. Voilà. Et à ce moment-là, dans un milieu plus compétitif, on verra bien, J'ai envie de comprendre, le oui. consommateur se trouvera bien. Nous avons aujourd'hui le secteur transport, au niveau de la logistique, le plus cher sur le continent africain. Bien sûr. Voilà, donc il faut pouvoir le dire. J'ai envie de comprendre, Monsieur le ministre, par rapport à cette affaire Bolloré, je vous rassure, on sort là-dessus, parce que c'est quand même un scandale véritable, parce que le but de cet appel d'offres, c'était d'installer la concurrence. C'est-à-dire qu'on estimait que Bolloré, ayant déjà le terminal numéro 1, il fallait absolument qu'on mette Bolloré en situation de concurrence pour essayer de faire baisser les coûts. Alors, le gouvernement Ouattara, qui a un discours de bonne gouvernance très affiché, réussit l'exploit d'avoir comme concurrent à Bolloré. Est-ce que cela ne pose pas un problème éthique même? Et quand on entend aussi des gens, parce que le cas de Bolloré, c'est juste un aspect, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de marchés qui apparemment commencent par des appels d'offres, mais finalement se concluent par des gré à gré. Est-ce qu'il n'y a pas un problème réel de gouvernance au sein de l'appareil étatique de Côte d'Ivoire? D'abord, je vais vous dire, il y a eu des années de crise importante en Côte d'Ivoire avec des habitudes mauvaises qui ont été prises. À certains niveaux de l'administration, et ça continue, et aujourd'hui, le gouvernement lutte contre cela. Donc, le président en est conscient, il le rappelle régulièrement. Et lui-même pourrait dire qu'il est surpris du niveau de dérive que le pays a connu. Il n'imaginait pas que c'était à ce point-là. Donc même nous, au niveau de nos services, on est obligé de rattraper souvent des comportements qui nous étonnent et qui vont contre l'esprit de la gouvernance. En ce qui me concerne, je reste droit dans mes bottes et je surveille toujours ces aspects. Peut-être que d'autres ont plus de mal. Oui, mais enfin, mais quand vous parlez de ce régime, les dérives ne sont il y a une pas solidarité les gouvernementale marchés qui quand même. sont Vous êtes dans faits. une équipe. Oui, je suis dans une équipe. Oui. C'est sûr. Hein, de ce côté-là, je le dis, hein, je suis un homme de droite. Hein, c'est un gouvernement de droite qui est en place. Et nous appliquons une politique de droite. Moi, je veux plus de compétition. Donc, au sein de ce gouvernement, Il y a un débat. Mais le débat est interne. Ce qui est étonnant, c'est que le débat sort dans la presse. C'est-à-dire, c'est une manière de. Et quand, je le disais, quand Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, proche du président Ouattara, fait cette sortie, en quelque sorte, il rappelle ce que la doctrine Chevènement, comme on dit en France, un ministre, ça ferme sa bouche pour être poli, ou ça démissionne. Mais on ne va pas être opposant à l'intérieur du gouvernement. La preuve, je ne suis pas opposant à l'intérieur du gouvernement, mais je donne mon point de vue. Et comme je dis, mon point de vue était celui qui était le même depuis 10 ans. Et mes principes ne changeront pas. Donc, est-ce qu'il y a un cas spécial pour Jean-Louis Béon? Non, vous êtes un intouchable. Pour vous, vous pouvez, je veux dire ce que vous pensez, même être solidaire envers la politique du gouvernement. Et Ouattara ne vous touche pas. Ce qui s'est passé, là, peut-être que, je le dis, j'aurais dû le faire autrement. Mais c'était un sujet suffisamment sérieux par rapport à la position que j'avais eue. Et il est clair qu'en ce qui me concerne, je ne peux pas me dédire. On ne pourra jamais me demander de me dédire par rapport à une position que j'ai eue. Si je ne suis pas quelqu'un qui louvoie, j'ai des principes, j'ai une éducation, et je tiens à respecter ces principes et cette éducation. Vous êtes prêt à démissionner du gouvernement si vous sentez que la logique... Si on doit me demander d'aller à l'encontre de mes principes et de mon éducation, oui. Alors, mais pour qu'on sache quand même, le dossier, il en est où? Il est au niveau de l'UEMOA, la décision tombera quand? Alors là, il faut demander à l'UEMOA. Oui. Mais la décision tombera forcément un jour. Et vous vous plierez à cette décision, même si on confirme qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'UEMOA, c'est supranational. Oui. Donc, la décision va s'imposer à nous tous, Oui. parce que c'est supranational. Mais par contre, il faut savoir qu'au niveau de l'Europe,
Vous avez l'Union européenne et vous avez les pays. Vous avez des situations où la Commission de la concurrence nationale donne une position et la Commission de la concurrence Européenne. communautaire donne une position. Chez eux, ils appellent ça le principe de la double barrière. Nous avons ce principe de la double barrière. Si vous passez la première barrière et que vous ne passez pas la seconde, vous ne passez pas. Si vous ne passez pas la première, vous ne passez pas la seconde non plus. Donc c'est dire que vous allez vous battre sur une des deux barrières, celle que vous maîtrisez en tout cas. Sur le plan du droit de la concurrence, ça peut poser beaucoup de problèmes après dans le comportement et le déroulement des opérations. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut tout simplement respecter la loi. Voilà. D'accord, et on va peut-être avancer. On va avancer, oui. De ce dossier sur Bolloré. Je ne sais pas si Eric avait une autre préoccupation sur le monde, peut-être parler un peu du climat des affaires de manière générale. Avant de venir sur le climat des affaires, si vous le permettez, je voudrais parler un peu du commerce, pour rester sur cette notion du commerce, qui est première compétence du ministre. Après, on ira à celle sur la promotion des PME, donc des petites et moyennes entreprises, et parler justement de ce climat des affaires. Alors, vous étiez à Bali, c'est important, vous êtes revenu, il y a eu un accord le 7 décembre dernier, c'était la poursuite, en tout cas la tentative de poursuite de ce fameux cycle de Doha. L'accord au forceps a été obtenu en dernière minute. Alors 3 points, résumons, agriculture, c'est-à-dire baisse en tout cas des subventions à l'exportation pour que les pays riches ne subventionnent pas à fond par exemple leur coton pour concurrencer celui des pays en voie de développement. L'aide au développement, essayer d'aider à baisser les frais douaniers pour que nous, Africains, nous puissions par exemple exporter nos marchandises. Et puis la facilitation des échanges, c'est-à-dire essayer de travailler sur toute cette bureaucratie. Question simple, est-ce que pour vous, l'accord obtenu, accord à minima il faut le dire, est-ce que c'est un bon accord et quels en sont les résultats concrets pour l'Afrique? Écoutez, après 20 ans, obtenir un accord, qu'il soit à minima ou au maximum, c'est déjà un bon départ. Oui. Surtout que nous avons prévu l'après-Bali, pour poursuivre sur des domaines plus précis l'amélioration des échanges. Donc oui, c'est une bonne chose. Alors on dit, bon, les services ne sont pas compris. Oui, voilà. Les produits manufacturés ne sont pas compris. Oui, et les AOC. Bon, mais c'est déjà beaucoup. Nous avons un accord, alors que nous n'arrivions pas depuis des années. Il faut se souvenir, j'étais à Cancun il y a quelques années, nous sommes partis de là sans rien du tout. Les pays africains ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi. C'est-à-dire que ne rien avoir du tout n'apportait rien aux pays africains. Or, seul le commerce, les échanges, le développement économique peut nous sortir de notre situation aujourd'hui. Donc nous sommes partis à Bali avec la ferme intention d'obtenir un accord. Cette fois-ci, tout le groupe africain était d'accord. A fait bloc. Oui, cette fois-ci. Donc, d'entrée de jeu, dans nos positions, nous avons dit nous voulons un accord ici et maintenant à Bali. C'était une bonne chose. Il y a eu le cas de l'Inde qui a fait blocage à un moment par rapport au stock de sécurité alimentaire. Ça s'est arrangé. Ensuite, il y a eu Cuba, la Bolivie, le Venezuela. Par rapport à l'embargo américain sur Cuba, ils voulaient une clause qui dénonce ça. Tout ça a fini par s'arranger. Réunir plus de 160 pays autour d'un consensus, c'est une prouesse. Mais dites-nous en quoi cet accord est bon pour l'Afrique. Je veux dire, vous êtes ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire, on se plaint de trop de bureaucratie. Alors, cet accord nous demande de réduire la bureaucratie au niveau de l'import et de l'export, au niveau des frontières. C'est une bonne chose. Oui. Donc, ce qu'ils appellent les red tapes en anglais. Donc, réduction à terme des droits douaniers. Donc tout ça pour le consommateur, c'est une bonne chose. Mais on demande aux autres pays de laisser les pays les moins avancés et les pays sous-développés à se préparer à être plus compétitifs, justement. Donc on a prévu ces aspects-là. Parce qu'après, on appelle ça compensation, moi je veux dire, il faudra mettre en place les moyens financiers pour permettre à ces pays les moins avancés, aux pays en voie de développement, à atteindre le niveau, je veux dire, pour que la concurrence soit vraiment égale. Mais je vais vous dire, nous n'avons pas le choix. Oui. Aujourd'hui, le monde, de toutes les façons, il doit tourner avec ou sans l'Afrique. Mais ça, c'est vraiment le libéral qui parle. Oui, mais en même temps, je vais vous dire, je donne toujours cet exemple, parce que c'est celui qui met tout le monde d'accord. Nous sommes un certain nombre de pays. On va voir. Nous sommes un certain nombre de pays à être qualifiés pour la Coupe du monde de football. On exige de nos athlètes
qui soit aussi compétitif, aussi performant, voire meilleur que les plus grandes nations du football. Pourquoi ce ne serait pas le cas au niveau de l'économie? Pourquoi ce ne serait pas le cas au niveau des entreprises? Pourquoi est-ce que nos cadres ne seraient pas aussi compétitifs, aussi compétents pour avoir une économie compétitive? On ne demande pas une division d'honneur au niveau de la Coupe du Monde. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une division d'honneur au niveau économique? Non. L'émergence et le développement passera par... C'est-à-dire votre métaphore, parfois, est un peu boiteuse, monsieur le ministre. Non, parce que les Asiatiques l'ont compris il y a pas mal d'années. Et aujourd'hui, ils compétissent avec tout le monde. Mais comme quoi, ça prend du temps, justement, pour se restructurer des économies qui avaient été faites sous une logique coloniale, je veux dire, c'est-à-dire simplement exploiter les matières premières, les exporter vers la métropole. La logique coloniale était la même pour le Vietnam, pour le Cambodge... ou pour la Corée. Ça ne veut pas dire que je dis qu'on n'a pas une responsabilité dedans, hein, donc, ça c'est clair. Mais je comprends très bien votre logique, je veux dire, libérale, et d'ailleurs on a déjà eu cette discussion, et je reviens là-dessus, c'est la question des APE, par exemple, les accords de partenariat économique ACP-UE. De ce point de vue-là, vous restez dans votre logique en disant oui à l'ouverture des frontières, oui aux échanges à tout prix. Et j'ai eu raison longtemps avant tout le monde, pendant que les acteurs mondialistes... Même José Bové aujourd'hui... Mais non, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé des accords intérimaires des APE. Et le Cameroun. Oui, et le Cameroun aussi, oui. Je parlais de l'Afrique de l'Ouest. C'est le Cameroun, vous avez raison de le préciser. Mais de ce point de vue-là, franchement, c'est une désolidarisation totale par rapport à la politique de la CEDEAO. J'interviewais récemment le président Ouédraogo qui le disait. Qu'on peut avoir raison tout seul quelque part dans son coin. Écoutez, vous avez raison. Monsieur le ministre, si, vous l'avez dit vous-même, pour une fois l'Afrique a agi en bloc à Bali. Si vous n'agissez pas en bloc au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire où il y a la masse critique d'au moins 15 pays, avec le mastodonte nigérien, vous croyez que c'est la Côte d'Ivoire toute seule qui va s'en sortir dans la mondialisation? Alors, je vais vous dire, au niveau des APE, nous avons signé un accord intérimaire en disant nous allons préserver nos intérêts. Sous la pression des lobbies, le lobby du cacao, le lobby du café. Nous avons une économie à préserver, nous avons un monde paysan, des entreprises dont il faut préserver les intérêts. Donc nous en sommes bien conscients, nous n'allons pas nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied. Donc nous décidons de signer un accord intérimaire, mais nous travaillons pour obtenir un accord global. On ne s'est pas désolidariser. On a dit, nous voulons un accord global. Donc nous travaillons pour obtenir cet accord global et au dernier sommet de la CEDEAO à Dakar, nous avons tous eu la même position pour aller vers cet accord de partenariat économique global. Oui. Ça veut dire que nous avions eu raison de le faire. Je ne suis pas peut-être spécialiste de cette question, mais je réagis comme un profane parce qu'il y a quand même un problème de logique. Les accords de partenariat économique, c'est bien entre l'Union européenne et un pays. Pourquoi l'Union européenne vient en bloc et que la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Ghana pensent qu'ils peuvent aller seuls face à un bloc économique fort et monolithique? C'est clair qu'on est dans une situation où on va forcément, permettez-moi l'expression, se faire bouffer. Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour que l'Afrique, ou bien au moins des organisations sous-régionaux comme la CEDEAO, essayent de rester bloc? Parce qu'une fois que vous vous désolidarisez, même si vous ne voulez pas l'admettre, vous fragilisez la possibilité d'avoir un accord. Et c'était la logique même. Nous ne sommes pas désolidarisés. C'était la logique même, parce que la logique même des APE... Puisque nous avons dit nous préservons nos intérêts pour l'instant, pour ne pas nous mettre à mal. Ça veut dire que vous avez été menacé, ça veut dire que c'est des accords on joue perso. En football, pour prendre la métaphore, pour prendre la métaphore footballistique, vous avez joué perso. Alors qu'il faut jouer collectif. Dans le cas d'espèce. Au bout du compte, nous jouons collectif, puisque nous allons avoir un accord. Et vous avez eu votre petit moment de jeu personnel. Non, il a tout simplement préservé des intérêts existants. Pas de nouveaux intérêts, pas des intérêts existants. Alors, enfin, je termine là, parce que moi, je veux qu'on m'explique la logique. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'avoir d'un côté l'Union européenne et d'avoir d'un côté la Côte d'Ivoire? Alors qu'en sens inverse, ce qui est frappant, on a parfois d'un côté la France et on a toute l'Afrique. C'est-à-dire on fait des sommets France-Afrique, on fait des sommets comme ça, mais quand il faut négocier économiquement, on voit bien que la France ne vient pas seule aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas seule s'en sortir, elle vient au nom de l'Union européenne. Et en Afrique, on est quand même assez courageux de penser que la Côte d'Ivoire peut avoir un accord à lui tout seul avec l'Union européenne et s'en sortir. On ne l'a pas pensé ainsi. Comme je dis, à un moment donné, il fallait que nous préservions nos intérêts. On a préservé ces intérêts-là tout en continuant de travailler pour un accord global. Ne pensez pas qu'on s'est désolidarisé, on l'a même dit, nous sommes restés. Les autres pays ne sont pas d'accord, ils estiment que ce que vous avez fait n'est pas normal, parce que ça fragilise la position globale. Il n'y en a que 3 qui l'ont fait, je veux dire, sur l'ensemble des pays, si je prends toute l'Afrique. Regardez, aujourd'hui, le Nigeria
est tombé d'accord avec nous tous pour dire OK, alors qu'au Oui, mais départ... le Nigeria, il a la masse critique. Ils sont plus de 150 millions d'habitants. Je veux dire, quand ils sont face à l'Union européenne, ça pèse. On ne peut pas leur parler comme les 12 millions de Côte d'Ivoire, bien sûr. Chacun fait avec les atouts qu'il a. Si vous avez... demandez à un pays du Sahel s'il était capable de se départir de 6%, de 10% de gains, s'il avait du thon, s'il avait du cacao, s'il avait du café. Je pense que la réponse aurait été non. Alors, c'est facile, il faut pouvoir se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre pour pouvoir le juger. La réponse aurait été clairement non. Et c'est peut-être une vue à court terme. Peut-être voir à long terme le temps que si on agit solidaire. Puisque nous avons vu à moyen terme que nous devions négocier un accord. Donc l'accord va intervenir. Et vous avez bon espoir qu'on aboutisse, parce que, allez, pour clore ce dossier, ce chapitre-là, des APE, c'est dans l'impasse depuis un certain nombre de temps, là. Oui, mais là, à partir du moment où, au niveau de la CEDEAO, on est arrivé à obtenir un tarif extérieur commun, ce qui était plus compliqué que d'avoir un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, je pense que c'est déjà un très bon signe. Nous allons obtenir un accord, je n'en doute pas. Alors, question justement échange pour justement continuer sur le commerce. Quand j'ai regardé les chiffres, ça m'a étonné, 52% de votre exportation c'est vers l'Union européenne, 58% de l'import vers l'Union européenne. Comparatif, seuls 10% de commerce dans l'UEMOA. Pourtant, ça devrait être votre hinterland naturel économique. Oui, mais ces 10%, c'est notre embryon industriel qui favorise ces échanges-là avec le reste de l'UEMOA. Nous sommes malheureusement encore une économie qui exporte essentiellement des matières premières. Donc, quand nous bénéficions de l'AGOA avec les États-Unis, c'est essentiellement des matières premières agricoles. Pareil au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est cet effet de tonnage-là qui donne ces chiffres. Il n'y a pas énormément de valeur ajoutée là-dedans. Les 10% qui concernent le reste des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, il y a un peu plus de valeur ajoutée. Je parle d'entreprises de l'emballage, d'entreprises agro-industrielles, de première transformation, de deuxième transformation, même de produits finis. Donc, nous commerçons avec notre sous-région sur des produits à plus forte valeur ajoutée que ce que vous voyez avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne, j'espère que demain, nous allons bien sûr avoir des produits compétitifs, des produits manufacturés ici et qui vont être sur le marché. Et vous savez que le patronat, par exemple, camerounais, s'est opposé aux APE parce que précisément, il disait les APE tout de suite, ça va empêcher l'Afrique de s'industrialiser. Dans les APE, nous avons ce volet de mise à niveau. On dit attention, on ne peut pas aujourd'hui compétir avec vous, donc il faut nous donner le temps de nous préparer. Donc tout ça, aujourd'hui, dans les APE, il y a un volet de mise à niveau important, avec un appui financier important. Ça a été négocié. Ce qui est frappant, M. Ça a été négocié. On a l'impression que les politiques africains, c'est-à-dire que vous qui dirigez un certain nombre de choses, vous avez conscience des choses, vous le dites, mais sur le terrain, on ne voit rien. Parce que je prends par exemple le cacao. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, mais au niveau de la transformation de ce cacao, j'ai envie de dire c'est une catastrophe véritablement. On continue à exporter le cacao en fèves et tout, et après on importe du chocolat et tout. Et on dit ça depuis des années, mais on a du mal à voir une politique réelle qui est faite. On peut parler du cacao comme on peut parler du bois et tout, comme on peut parler du coton. Il y a des gros discours qui disent non, il faut que l'Afrique commence à transformer, mais on continue à exporter des billes de bois. Qu'est-ce qui est fait de manière pratique? Les billes de bois, non, quand même pas. Mais juste pour revenir à mes propos du début, je vous ai parlé de compétitivité. C'est le maître mot. Nous ne sommes pas compétitifs. Donc, tout le travail du gouvernement aujourd'hui, c'est de rendre ce pays plus compétitif. Donc, en faisant quoi? Nous sommes parce que oui, concrètement. attendez. Et la compétitivité, c'est un ensemble de choses. Ça part des infrastructures, de la fiscalité, de l'éducation, du transport, de l'urbanisme commercial, il y a tout ça dedans. Donc quand vous construisez, vous programmez des universités, vous améliorez votre niveau de connaissances et de compétences. Quand vous améliorez la logistique routière, infrastructure, en énergie,
Parce que quand même, quand je vous ai parlé de la fiscalité tout à l'heure et de tout ce qui était en train d'être réalisé, je crois qu'on ne communique peut-être pas suffisamment là-dessus. En peu de temps, nous avons repris les routes, les ponts. Pas que le troisième pont que vous voyez sur Abidjan. Chez moi, vous avez le pont de Bassawa, vous avez le pont de Béoumi, vous avez le pont de Jacquesville. C'est-à-dire partout, alors que le processus de développement était arrêté dans ce pays pendant plus de 20 ans, ce processus a repris avec beaucoup. En quelque sorte, ces fondamentaux d'infrastructures pour lancer le développement n'ont pas été mis en œuvre pendant les 20 dernières années. Tout à fait. Que tous ceux qui étaient avant ont été des incompétents. D'un point A à un point B, un camion mettait 3 jours pour faire une rotation. Quand il va mettre 1 jour, vous gagnez en compétitivité. Alors, des chiffres sont plus parlants. Vous sortez le produit semi-fini, la tonne de cacao en masse ou en beurre, autour de 300-350 $ la tonne en Côte d'Ivoire. Quand vous la sortez à 150 $ dans les pays développés, vous avez un gap de compétitivité trop important aujourd'hui pour prétendre exporter le produit fini. La seule raison pour laquelle vous voyez une industrie de transformation ici, c'est pour garantir la sécurité des approvisionnements. Autrement, on serait hors jeu. Donc nous devons travailler à tout prix sur cette compétitivité. Mais il faut une décision politique. Moi, ce qui me gêne, c'est que je ne vois pas une décision politique. Vous avez cité l'exemple des pays asiatiques tout à l'heure. Je termine sur cet exemple. Tout ce que je viens de vous citer concourt à améliorer cette compétitivité. Mais il y a des décisions pragmatiques qui peuvent être prises. On a vu par exemple au Gabon où le président Ali Bongo a pris une décision en disant les billes de bois c'est fini, il faut installer des usines de scierie et tout par-ci. On se sera attendu que la Côte d'Ivoire, je reste sur le cacao, qui est le patron du cacao. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire en une année décide qu'il n'y a pas de cacao, ça crée quand même un problème dans le marché et dans l'industrie du cacao. Est-ce que le président Ouattara ne peut pas prendre une décision de dire ok, à partir de ce jour, sachez que ça va se passer comme ça, parce que c'est des décisions politiques, ça, et peut-être courageuses. C'est ce que les Asiatiques ont essayé de faire et qui a marché. Non, attendez. Quand vous parlez du cacao, c'est très spécifique. D'abord, nous transformons beaucoup plus que vous ne pensez. Le pourcentage, parce que peut-être que il doit être pas loin de 50%. En capacité installée, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il doit être pas loin de 50%. On ne peut pas pousser jusqu'au chocolat. C'est un leurre de penser que vous avez poussé jusqu'au chocolat. Parce que c'est de la confiserie et c'est des recettes, c'est des niveaux de torréfaction choisis par ceux qui font le chocolat et tout ça. Donc à un moment donné, ils veulent avoir la fève ou le café qu'ils vont torréfier d'une certaine façon pour avoir un produit. Mais nous, on peut travailler cette technologie. On peut créer une filière produire le cacao et d'attendre que cela aille. Non. Sur le cacao, je connais, nous étions premier exportateur mondial de cacao, le groupe Sifka, avant d'en sortir. Donc, et nous avions la transformation, nous avions même une usine de transformation à Dunkerque, et nous étions présents en France, en Espagne, en Côte d'Ivoire, à Sao Tomé et Principe, et avec des partenaires américains donc présents sur le continent américain. Donc je peux vous dire que toute la gamme de produits que nous pouvions transformer, nous l'avions épuisée. Après, nous restons dans la confiserie et ça, il faut répondre à une certaine attente. Donc vous voulez, pour bien comprendre, la Côte d'Ivoire a été au maximum de ce qu'elle peut faire en termes de transformation dans la filière cacao? C'est pas ce que je dis. Ça veut dire que penser qu'on va arriver forcément à 100% de transformation, c'est pas. D'abord parce que nous ne consommons pas nous-mêmes ce chocolat. Mais on peut l'exporter. Non, parce que vous exportez un produit fini. Qui n'est pas forcément le même sur le marché russe, le marché américain, le marché européen, le marché anglais, le marché français et le marché allemand et belge ont déjà des différences de goût et de niveau de torréfaction. Donc ils choisissent eux-mêmes les recettes qui font leur chocolat de préférence. Donc il y a un niveau de détail dans lequel on ne va pas arriver. Ça c'est une réalité. Pas tout de suite.
Oui, mais même Moi, je suis même très demain, optimiste. On peut produire du chocolat En fait, africain voilà. qui est commercié sur le marché. Ce que je veux bien Non, je dis pas africain. qu'on- Est-ce qu'on est obligé de on pro- manger on du pro- chocolat fait comme on il est produit, fait aujourd'hui on en produit, Suisse? on Voilà. produit déjà du chocolat. Voilà. Mais Pourquoi on ne va pas là-dedans plus un peu? Pourquoi? Parce que Parce vous qu'on est- semblez nous dire que tant qu'on n'aura pas la même maîtrise de la Non, technologie c'est pas ce que je suis en pour train faire de vous du dire. chocolat Attention, comme c'est fait en attention, Suisse, attention. comme c'est fait en C'est parce France, que non, ça va être non. difficile. Ah d'accord. Non. Peut-être qu'il faut qu'on se Mettez-vous comprenne. en consommateur. Hein. En consommateur, je prends l'exemple du café. Sur la côte ouest des États-Unis et sur la côte est des États-Unis, ils ne consomment pas le même café. Hein. Bon, est-ce que vous allez depuis la Côte d'Ivoire faire un produit directement pour la côte? Non, il y en a qui veulent produire eux-mêmes pour leur marché, être plus près du consommateur. Et à un moment donné, c'est comme ça que fonctionne le commerce et les échanges. Hein. Si vous avez un produit qui ne répond pas à l'attente, tout de suite, le pâtissier chocolatier, vous ne pouvez pas lui faire sa forêt noire en Allemagne. Pas possible. Hein, vous allez inventer tout ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir la faire. Hein. Donc il lui faut lui-même faire sa recette. Hein, là, nous sommes dans le domaine alimentaire. Exact. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, Il nous reste Jules, pas si vous assez de temps, permettez, oui. parce qu'il faut qu'on parle quand même, c'est vrai, de la promotion des PME, très important. C'est quand même là où il y a le plus d'emplois et de création d'emplois. Vous avez dit que c'est le premier défi du gouvernement. Mais je voudrais, pour clore vraiment cette partie sur le commerce, et après avoir entendu ce que vous venez de dire, s'élever, en rebondissant sur la question précédente de Jules, quelle est la vision de Jean-Louis Billon, de la division du travail au niveau mondial, de cette mondialisation? Parce que ce qu'on dit, et j'entendais encore récemment l'ami l'expliquer, là, qui a dirigé l'OMC, il dit il faut que l'Afrique trouve sa place justement dans cette mondialisation. Quelle place vous pensez qu'on puisse avoir? Celle de la Chine qui a été l'usine du monde, c'est-à-dire qu'on va délocaliser les manufactures en Afrique, ou alors que l'Afrique aura une autre place? Quelle est la place à inventer pour l'Afrique? Vous savez, quand on regarde le monde aujourd'hui, que ce soit la Chine ou tous les pays asiatiques, ils ont emprunté le modèle de développement occidental. S'il y a une chose sur laquelle personne ne peut remettre en question la force de l'Occident, c'est que le modèle même de développement a été donné, le tempo a été donné par l'Occident et nous empruntons tous ce modèle-là. Vous allez au Japon, oui. Vous allez à Singapour, vous allez partout. C'est un modèle occidental qui est choisi pour le développement. Quand vous dites modèle occidental, en un mot, vous voulez dire quoi? Le libéralisme économique, c'est ça? Même dans le mode de vie. Ah. Même dans le mode de vie. Chacun en gardant peut-être ses particularités culturelles. Hein. L'Asie n'a pas eu ce côté un peu assimilation qu'on a voulu imposer en Afrique. Quelques-unes, mais je suis désolé. Quand vous allez dans les capitales asiatiques aujourd'hui, vous pensez être dans une capitale occidentale. Hein, il reste très peu. Vous ne voyez pas les Japonais se promener en kimono pour aller au travail. Hein, donc, soyons les Africaines clairs, encore en pagne, heureusement. Voilà. Mais même pour aller au travail, aujourd'hui, nous sommes là en costume-cravate. Pourquoi? Parce que c'est ce modèle-là que nous avons choisi. C'est le modèle de développement qui s'est imposé à tous, même à la grande Chine. Mais on peut refuser ça. Ouais. On dirait que c'est une fatalité pour vous. On a l'impression que vous dites où on fait comme les Occidentaux, où on meurt. Je dis même la grande Chine, hein, qui clame sa puissance aujourd'hui. Hein, elle vient d'envoyer une sonde sur la Lune et le président il vous reçoit en costume-cravate. Le col Mao, il a fait la place au costume-cravate. Bon, et mais là-dessus, toutes les villes chinoises sont des villes occidentales. Donc, nous voulons nous développer. Eh bien, on va aller inévitablement vers ce modèle également. Tout en préservant notre culture, ça change rien. On a notre musique, on a notre culture, on a notre cuisine, c'est vrai. Mais sur le plan général, nous optons tous sur le modèle occidental. Mais quelle est notre place dans la division du travail? On doit être quoi? On doit devenir l'usine? On doit non, pas forcer du tout. Grâce au bas salaire? Pas du tout. Nous allons faire les étapes qui nous permettront d'arriver au niveau compétitif le plus important, à savoir celui de l'innovation. On commence aujourd'hui par améliorer le niveau institutionnel, parce que nous sommes au niveau basique de la compétitivité. Nous allons ensuite aller au niveau de l'efficacité avant d'arriver au niveau de l'innovation. Mais ça prend du temps. Et pour arriver au niveau de l'innovation, comme le Japon ou l'Allemagne, il y a tout un niveau d'éducation à obtenir
avant d'arriver à avoir cette création. Parlons des PME. Très bien. Donc, PME. ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Afrique ne peut pas se soustraire à cela. On peut essayer d'inventer un modèle de développement, mais globalement, on va emprunter la même voie que les autres pour répondre aux attentes de nos populations. Pourquoi? Parce que vous voyez trop de jeunes partir trouver réponse à leurs préoccupations ailleurs qu'en Afrique. Et ils ne vont pas en Afrique, ils vont en Occident. Pourquoi? Parce que c'est ce modèle-là qu'ils choisissent. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, arriver à leur donner cet environnement et ces réponses ici sur le continent africain. Et je pense que c'est possible. C'est la vision de Jean-Louis Billon, c'est très bien. C'est la vision de la Côte d'Ivoire. C'est le choix que la Côte d'Ivoire a fait avant tout le monde depuis très longtemps. Ouais. Moi, je vais vous dire, en 1980, la Côte d'Ivoire était un pays émergent avant beaucoup. Mais le terme d'émergence n'était pas un terme fréquent, on n'en parlait pas. Mais le président Houphouët était arrivé à faire de la Côte d'Ivoire en 20 ans un pays émergent. Nous étions en droit de nous attendre à basculer sur un autre niveau de développement, comme ont su le faire les pays du Sud-Est asiatique, et pour des raisons diverses et variées, de querelles politiques stériles, nous avons fait machine arrière. Mais les standards de développement de l'époque étaient bien supérieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui et que nous essayons de rattraper. Taux d'alphabétisation, taux de mortalité infantile, même les transports en commun. Oui. Vous aviez plus d'autobus à Abidjan à l'époque avec la Sotra pour 1000 habitants que vous en avez aujourd'hui. Nous sommes en train de rattraper tout ça. Et la politique est passée par là et il y a eu 20 ans de retard. L'Ivoirien se rendait à la gare d'Adjabé, prenait son train pour arriver à Bouaké au bout de Très bien, Monsieur le Ministre. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on doit parler de la promotion des PME. C'est aussi un pan important de votre travail. Alors, vous avez lancé le plan Phoenix. Pour les PME, sans nous dire dans le détail, parce que malheureusement on n'aura pas le temps, on reviendra vous interviewer là-dessus, je vous le promets, mais c'est quoi le plan Phoenix pour relancer les PME en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas la énième plan, l'usine à gaz qu'on va mettre en place? Non, parce qu'il n'y en a pas eu avant. Donnez-nous un ou deux détails qui fait son innovation et l'espoir de son efficacité. Bon, 4 piliers essentiels: accès au financement, amélioration de l'environnement des affaires, amélioration de l'esprit entrepreneurial et amélioration des capacités managériales des détenteurs de PME. 3 axes: la création d'une agence dédiée aux PME, le renforcement des capacités des structures de défense des intérêts des PME, et la signature d'accords avec des bailleurs et tout ça pour les PME. Il y a ensuite, en ce moment même, en discussion au niveau du gouvernement, la loi d'orientation sur les PME. Alors, dans cette loi, nous allons très loin. Donc, l'agence des PME sera là comme un organe de surveillance et d'accompagnement des PME. Pour voir que la PME ivoirienne est prise en compte. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je l'ai emprunté de la Small Business Act américaine qui existe depuis les années 50 et qui dit Jules lance un appel d'offres. Il est une grande entreprise, eh bien, il faudrait que 30% au moins de son marché soit réservé. On peut appeler ça la préférence nationale, une discrimination positive pour que les entreprises locales aient droit de citer dans les marchés les appels d'offres publics. Avec, pour leur permettre un meilleur accès au financement, on s'impose de les payer, de donner une avance sur le marché et de payer systématiquement à 90 jours l'entreprise pour ne pas la fragiliser. Ça, c'est une avance. Aux États-Unis, ils ont mis le taux à 28%. Oui. Et ils ont même souvent du mal à le respecter. Donc voilà un exemple concret pour renforcer la PME ivoirienne. Ça sera très attendu, ça, par le monde justement de l'entreprise, parce que c'est ce qu'ils attendaient aussi. Et ça sera à l'œuvre quand? Parce que là, vous dites, la loi va passer, le gouvernement, vous l'avez dit vous-même, là vous avez appris qu'il faut être patient quand on est ministre. Alors ça sera prêt quand? Il y a une semaine de cela, le plan a été adopté. Ensuite, la loi est en discussion en ce moment. Elle va passer en deuxième lecture dans les jours qui viennent. Une fois qu'elle sera adoptée, bon, elle passe à l'Assemblée nationale.
Et ce sera fait. Très bien, Monsieur le ministre. Mais je veux dire, dans ce plan, on le sait parce que d'autres pays ont testé aussi plusieurs plans. Ce qui manque pour promouvoir les entrepreneurs, c'est des bons projets. Donc, c'est-à-dire faire émerger des bons projets, laisser les jeunes entrepreneurs être inventifs. Et puis surtout, le financement. Parce que le problème en Afrique de l'Ouest, centrale ou ailleurs, les banques ont beaucoup de liquidités, mais elles ne prêtent pas. Pourquoi? Parce que les porteurs de projets n'ont pas les collatéraux. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des fonds de garantie et des systèmes innovants de financement. C'est-à-dire capital risque, j'ai fonds résumé tout cela, d'investissement. hein, Oui. mais nous avons 50 mesures Oui. d'accompagnement où tout ce que vous venez de dire est prévu. Fonds d'investissement de Fonds combien? d'investissement. De combien? Vous allez monter jusqu'à combien? Le programme dans son ensemble est de l'ordre de 200 milliards de francs CFA. Donc c'est quand même très ambitieux. Hein. Et nous nous donnons quand même comme référence ce qui a été réussi au Maroc ou sur l'île Maurice. Hein, et nous voulons vraiment faire de la PME le moteur de développement en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas tout reposer sur la grande entreprise. Hein. Le futur reposera sur la PME. Une question encore hein, par rapport à ça, c'est la mise à disposition des marchés financiers. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, je veux dire, elle ne joue pas vraiment son rôle. Bon, je sais qu'elle est en plein processus de réforme, de restructuration, mais elle ne joue pas vraiment son rôle pour justement amener de l'argent, du financement pour aussi les PME. Et puis d'abord, elle devrait fusionner avec celle de Libreville. C'est-à-dire, c'était dans les cartons cette idée, mais ça n'a jamais été mis en œuvre pour avoir effectivement cette surface de toutes les zones CFA, à la fois celle d'Afrique centrale et celle d'Afrique de l'Ouest. Bon, là Ouais. c'est C'est un idéal, un rêve. Non, mais vous avez... La zone monétaire ouest-africaine et la zone monétaire d'Afrique centrale, aujourd'hui, sont très différentes. D'ailleurs, premier aspect, ne pas pouvoir convertir la monnaie, pour moi, c'est un scandale. Ça ferait l'objet d'un autre débat, mais ça, c'est un scandale. Qu'on ne puisse pas convertir les deux francs CFA. En ce qui concerne la BRVM et son évolution, j'espère qu'elle va arriver à plus de dynamisme pour que l'épargne soit mobilisée et qu'elle puisse se transformer en levier économique pour le monde de Dans votre plan, c'est compris un volet là-dessus? Nous, on en a déjà bénéficié au niveau de l'entreprise à l'époque. Et nous continuons parce que nous savons comment le faire. Et vous êtes une taille, vous étiez une grosse entreprise. Mais là, nous parlons au niveau supranational. C'est quand même le système de la BCAO. Et ce n'est pas à mon niveau, à part donner des suggestions sur ce côté-là. On va terminer, Eric. Je propose qu'on termine, et ce sera la dernière question, sur un aspect un peu politique. Vous êtes devenu militant du RDR, c'est ça? Parce qu'on vous a connu élu maire comme indépendant, mais récemment, vous avez été élu président du conseil régional. Je vais vous dire. Vous étiez déjà proche du PDCI, c'est l'étiquette qu'on vous donnait. Je vais vous dire. Il y a un groupe RHDP auquel j'appartiens. C'est un groupe oufouettiste dont je me suis toujours réclamé. Très tôt, j'ai dit que ce soit le RDR ou le PDCI, c'est deux partis de droite. D'ailleurs, il y en a un qui est issu de l'autre. À partir du moment où il y a eu le RHDP, je me suis reconnu dans ce RHDP. Donc, le RHDP combine ces partis-là, ce sont des partis de droite. Je ne suis pas un homme de gauche, donc je ne revendique pas, même si je sais faire plus de social que certains qui se réclament d'être de gauche. Pour preuve, aujourd'hui, le bilan social de notre gouvernement est certainement supérieur au bilan social vous répondez du pas à ma gouvernement de question. gauche. Vous êtes militant du RDR. Non, je suis militant RHDP. Mais RHDP, ce n'est pas un parti, c'est une coalition. Mais parce qu'il y a on ne sait même pas si elle va tenir jusqu'aux prochaines élections. RDR, l'objectif est justement d'arriver à un parti unique. Et moi, je me suis mis directement dans cet objectif-là. Parce que je crois qu'il faut réunir l'ensemble des acteurs et des forces qui se reconnaissent dans l'oufouettisme. Quand je vous ai cité l'émergence de la Côte d'Ivoire en 1980, j'appartiens à cette génération-là. Donc ce n'est pas un côté nostalgique, c'est dire l'union, discipline, travail, la vision que le père de la nation a eue au départ, avec le choix de son drapeau en disant orange, blanc, vert, l'union des peuples du Nord, représentée par la couleur orange, représentant la zone des savanes, et des peuples du Sud, avec le vert, la forêt, dans la paix et la concorde. Et construire ce pays dans l'union, la discipline et le travail, c'est exactement là que je me situe. Et c'est ce conservatisme-là
auquel j'appartiens et que je défends. Et donc je ne rentre même pas dans les débats. D'ailleurs, avec mes confrères, je dis « Ah mais là, tu dérapes un peu, nous sommes amenés à aller vers cette union-là. » Merci beaucoup. Et donc, je Mais reste... vous ne ferez pas votre choix entre le RHDP. PDC et le RDR pour l'instant. Je resterai... Vous êtes au-delà de ces deux partis. Voilà. Et quand la coalition, parce que le débat et pour quand moi la est stérile. coalition La va preuve- exploser. Non, mais la Jean-Luc preuve- Billon, C'est ça, le problème. Non, non. Vous serez Quand- indépendant, Regardez, Parce que quand on voit les tensions aujourd'hui à Regardez, l'intérieur du regardez. PDCI, du RDR, Regardez. etc. Écoutez le discours on du a du président, mal à écoutez croire le que ça discours va du président de la aller. République et écoutez le discours du président Bédier. Ils se rejoignent. Vous savez que Bédier Maintenant, aussi après, ne fait pas forcément non, l'unanimité laissez-moi au PDCI. terminer. Après, vous pouvez avoir des individus au sein des différentes chapelles qui défendent des positionnements pour pouvoir exister. Au bout du compte, ce qui est important, c'est de préserver l'avenir, c'est de préserver l'unité. Parce que malheureusement, il faut le dire, hein, je vais conclure Et on par ça. termine là-dessus. On va terminer par ça. Nous avons plusieurs partis politiques. Et ils ont une teinte tribale. Hein, on peut le dire. À partir du moment où vous restez sur l'idéologie, la droite et la gauche, ceux qui se reconnaissent dans une politique libérale et conservatrice, et ceux qui se reconnaissent dans une politique de gauche, vont s'unir une partie à gauche, l'autre partie à droite. Quand vous avez des élections, au final, vous avez toujours la droite contre la gauche. Sauf si on part en vrille. Mais vous avez la droite contre la gauche. Donc pourquoi ne pas penser idéologie avant de penser personne, région et tout ça. On verra ça plus tard. Voilà pourquoi. Oui. Et ça donne une orientation d'économie politique beaucoup plus claire. Hein. Il faut que ce débat en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, existe un jour et non pas qu'on dise je vais voter pour Eric parce que lui et moi nous venons de la même région. Non, parce que nous avons la même idée Nous de la partageons gestion, la même idéologie. la même idéologie et nous avons Merci, merci On beaucoup. espère que ça arrivera un monsieur- jour en Afrique. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup, monsieur Jean-Luc Merci. Billon, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci, Eric, pour, Merci, Jules. pour Merci. cette interview. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous une très prochaine fois sur Vox Africa. Bonsoir à tous.